Je voulais aujourd'hui vous entretenir de 3 points. Les origines de ce mot vulnérabilité, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est simplement un mot à la mode, sans contenu, sans substance et par-dessus le marché, instrumentalisé par le politique? Ensuite, en quoi l'approche par le parcours de vie nous permet de voir comment se réalisent les processus de vulnérabilisation des êtres humains, et finalement quelles sont les articulations entre inégalité, vulnérabilité, exclusion, désaffiliation qui menacent la dignité humaine, dont Dominique Froidevaux vous parlera juste après moi. Donc, si, ça va aller très bien. Je vais faire le. C'est forcément à force de lui taper dessus à ce petit-là, mais il s'est mis en économique, mais il va revenir un jour, ne vous tracassez pas. Le mot vulnérabilité, si on retourne à son étymologie, exprime le potentiel d'être blessé, le risque d'être blessé. Et en fait, il s'inscrit, je crois que je vais arrêter de jouer à ça et me concentrer sur ce que je vais vous dire, il s'inscrit dans une généalogie des mots, mais aussi des réalités socio-économiques. Après la Deuxième Guerre, on ne parle pas de vulnérabilité, on parle de pauvreté, de sans-abri. On a des organisations comme ATD, Quart-Monde, etc., qui définissent les pauvres comme un monde en dehors de la société, un quart-monde, et on s'en tient à ce genre de vocabulaire. À partir des années 1970-1980, de la crise pétrolière, des crises pétrolières et de ce qu'on a appelé la crise de la société salariale, la désindustrialisation, on commence à utiliser un autre vocabulaire marqué par l'exclusion, par la précarité, ce genre d'expression. Et puis, un petit peu plus récemment, on en est arrivé à utiliser un mot comme désaffiliation. Et désaffiliation, ça devrait arriver un jour, finit par exprimer quelque chose d'ambivalent, d'ambigu. C'est-à-dire que la société me désaffilie, mais moi, je me désaffilie aussi d'une société qui me blesse, dans laquelle je ne me sens pas à l'aise, au sein de laquelle je me sens exclu. Ça tombe magnifiquement bien parce que c'est dans la continuité directe d'une expression ambivalente comme désaffiliation que s'inscrit le succès absolument impressionnant du mot vulnérabilité, qui est aussi, comme on va le voir, un mot extrêmement chargé d'ambiguïté. Vous voyez, personne ne s'intéressait ou presque à la vulnérabilité, ça monte un peu dans les années 90 et puis le succès est foudroyant dans les années 2000. Tout le monde, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, s'intéresse à la vulnérabilité. C'est l'écho de toute une série de changements socio-économiques et politiques que j'essayerai de survoler dans la suite de ma présentation. Mais ici, je voudrais surtout mettre l'accent sur un changement de mentalité. C'est la montée de l'individualisme, la montée des incertitudes, la montée d'un concept à nouveau complètement ambigu et contradictoire, c'est la société des individus. Vous, moi, chacun d'entre nous séparément, comment est-ce qu'on fait une société qui valorise les individus plus que le collectif? Alors que la société est par essence un concept de collectivité. C'est vous et moi séparément auquel la société, auquel la norme sociale nous donne l'injonction de faire, chacun d'entre nous, quelque chose de notre vie. Elle nous en donne la charge, elle nous en donne le poids à chacun d'entre nous. Elle nous donne aussi par conséquent le poids de l'échec, le cas échéant. Alors, en l'occurrence, pour décomposer ce succès, Doris Anapi, une collègue de l'Université de Lausanne, maintenant aux États-Unis, a analysé les contenus de 10 000 résumés d'articles scientifiques publiés dans les années 2000. Donc, vous voyez le succès impressionnant. Et elle a fait une analyse des correspondances. Je ne vous embête pas avec les détails statistiques. Vous voyez ici un bloc de psychologie, ici un bloc de sciences sociales. Mais finalement, si vous arrivez à lire quelque chose à l'écran, si vous êtes venu sans vos jumelles, c'est évidemment votre faute. Pardon. Ce que vous voyez déjà, c'est la multidimensionnalité.
tout est vulnérabilité. La dépression, les troubles bipolaires, les épisodes dépressifs, les troubles de l'anxiété, les comportements suicidaires, les décompositions familiales, les crises de l'état social, les inégalités de revenus, le chômage, et j'en passe et des meilleurs. Tout est vulnérabilité, il y a un caractère extrêmement multidimensionnel. Vous voyez aussi à travers les termes que j'ai choisis, mais qui reviennent à l'écran, la tonalité globalement très négative qui se détache, le portrait finalement kaléidoscopique de nos peurs, de ce que nous avons peur au sein de notre société. Mais il y a aussi un relatif optimisme, en particulier avec des mots comme adaptation ou aussi comme résilience, qui avec vulnérabilité se trouve au centre du graphique et la résilience est quelque part, en quelque sorte, le contraire, est perçue comme le contraire de la vulnérabilité, avec, je crois d'ailleurs, beaucoup d'excès et d'incompréhension. Mais finalement, on voit aussi la centration sur l'individu. Et cette centration sur l'individu, même si les scientifiques essayent de dire que c'est un individualisme méthodologique, qu'on prend l'individu comme unité d'analyse, mais qu'on le situe dans la société, ça ne change rien au fait que ça a suscité des critiques extrêmement violentes, notamment d'une penseuse française qui, à mon avis, est trop excessive dans sa critique, mais qui a quand même amené toute une série d'éléments importants, qui est Hélène Thomas, et qui dit que finalement la vulnérabilité, c'est une éponge néolibérale. C'est une éponge néolibérale parce que finalement, ça renvoie la responsabilité des échecs de la vie, des vulnérabilités de l'existence sur vous, ou vous, qui manquez de ressources, qui êtes en déficit de ressources, qui ne vous ont pas permis d'atteindre vos objectifs, de faire face aux épreuves de la vie, et donc les politiques sociales sont là pour vous aider à acquérir les ressources déficitaires, celles qui vous manquent et celles dont, en tant qu'individu, vous auriez besoin. Si vous préférez, je vous le dis brutalement, le chômage, ce n'est pas la faute de l'économie, hein. C'est vous qui n'êtes pas assez bien formé. Voilà, ça renvoie la responsabilité sur l'individu. C'est ce que dit Hélène Thomas, hein, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce qu'elle dit. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve dans un certain nombre de politiques sociales dont probablement Jean-Michel Bonvin vous parlera. Et il y a des politiques effectivement de formation des jeunes en déshérence de l'école qui renvoient très fortement quand même à l'interprétation que je viens d'évoquer. Bon, Hélène Thomas dit aussi que vulnérabilité est un mot valise, un mot fourre-tout, et quand on voit ce graphique, on aurait de la peine à réfuter cela. Mais en même temps, il faut accepter deux choses. Nous ne sommes pas tous pauvres, nous ne sommes pas tous sans abri, nous ne sommes pas tous illégaux, etc., etc., mais nous sommes tous vulnérables. Les êtres humains sont mortels. Nous sommes tous exposés au risque d'être blessés, nous sommes tous vulnérables. Par rapport à bien des catégorisations, celle-là n'est pas stigmatisante, parce qu'elle nous englobe toutes et tous. Ensuite, il faut aussi être conscient qu'il y a une énorme demande sociale. Si vous avez cette explosion de recherche scientifique sur les vulnérabilités, c'est parce que les chercheurs répondent aux demandes des citoyennes et des citoyens qui sont concernés par les vulnérabilités, qui veulent qu'on leur donne des réponses. On ne peut pas juste dire « vous vous trompez, vous êtes piégés par le néolibéralisme, etc. » On ne va pas étudier ça, on ne va pas répondre à vos inquiétudes, à vos angoisses. Ça ne va pas non plus, ce n'est pas une démarche scientifique. Donc il faut s'attaquer aux vulnérabilités, mais pour quelqu'un comme moi qui vient de ce pôle LIFES où des dizaines de chercheurs travaillent sur les vulnérabilités à travers le parcours de vie, c'est bien aussi qu'Hélène Thomas et d'autres nous donnent un coup de pied au derrière et nous obligent à ouvrir les yeux, à prendre distance, à être critiques, y compris vis-à-vis de nous-mêmes. Bon, alors justement, le parcours de vie, si on revient au graphe de Doris Anapi, à côté du bloc psychologique et du bloc sciences sociales, en fait, il y a un bloc des âges de la vie. Vous avez l'enfance, l'âge adulte et l'adolescence, puis vous avez la vieillesse, et ça nous renvoie à des parcours, à des constructions des vulnérabilités.
L'enfance a été très longtemps considérée, en particulier par les psychologues, comme la phase critique de la vie, celle où tout se construit, où effectivement, on le sait aussi en sciences sociales, on a l'héritabilité des statuts, on est dans une famille de classe populaire, on n'apprend pas le vocabulaire qu'on apprendrait dans une famille d'avocats ou de médecins, on est dans un quartier où l'école n'a pas nécessairement le niveau de Saussure ou de Calvin, et ainsi de suite. Et finalement, on entre dans la vie avec un bagage, un habitus, si vous voulez qu'on parle comme Bourdieu, qui déjà vous détermine pour le reste de votre existence. Ça reste beaucoup plus vrai qu'on ne l'imagine. Hein. En 1979 ou en 2011 en Suisse, quand vous êtes une personne âgée, vous avez une probabilité 4 fois supérieure, 4 fois, c'est pas souvent qu'on a quelque chose comme ça, d'être pauvre, si vous n'avez pas un bon niveau d'éducation comparé à quelqu'un qui a un niveau d'éducation universitaire. Hein, le gradient de pauvreté selon le niveau d'éducation varie de 1 à 4. Et ça, on l'observe dans la vieillesse, 60 ou 80 ans après que les gens soient sortis de l'école. Donc ça reste quand même extrêmement puissant. Puis, on parle de plus en plus maintenant, depuis une quinzaine d'années, de la transition à l'âge adulte, comme une nouvelle période critique de la vie, dans la mesure où auparavant, on va dire dans les années 60, vous sortiez de l'école, si vous étiez un homme, vous faisiez votre service militaire, vous commenciez à vous travailler, vous vous mariez, vous avez votre premier enfant, et homme ou femme, tout ça se faisait dans une période de 3 ans, bien concentré, bien propre en ordre. Maintenant, j'aime autant vous dire que ça s'étale sur 10 ou 15 ans, que ça se fait dans le désordre le plus complet. On parle de déstandardisation, de désynchronisation, et je vous passe les dés machin et les dés bazar, etc. Mais à nouveau, on retombe sur un déterminant très profond dont Yves Fluquillère vous parlera cet après-midi. Ça fait bien longtemps que l'école, malgré tous ses efforts, n'est pas capable de gommer les inégalités d'origine, les inégalités de départ selon l'origine, le milieu social. Mais il y a 50 ans, vous sortiez de l'école, vous alliez travailler à la chaîne dans les industries de l'économie fordiste et vous aviez un bon salaire. Maintenant, ces industries, elles sont ailleurs sur cette planète. Hein. Ça crée un challenge de transition de l'école au marché du travail qui est complètement différent. Mais Yves Fluquillère vous en parlera plus en détail et mieux que je ne saurais le faire. Et puis l'âge adulte, la vie se déploie, et elle se déploie dans la montée des incertitudes, dans cette montée des insécurités qui caractérise les 20 ou 30 dernières années, qui explique d'ailleurs le succès de la vulnérabilité comme concept et comme objet d'étude. Sur le plan familial, on sait qu'un couple sur 2 divorce. Hein. On sait que c'est un facteur de risque de pauvreté pour les femmes, divorcées avec des enfants en bas âge. On commence aussi à savoir que c'est un gros problème pour les hommes qui se demandent s'ils vont se marier et devenir pères, avec le risque de devenir père le mercredi après-midi et un week-end sur 2. C'est aussi un gros facteur de stress et de refus d'engagement. Et puis, j'ai lu récemment une étude d'un collègue de Lausanne, Félix Buhlmann, qui était assez tétanisante en ce qui concerne le travail. Il a étudié les vagues du panel suisse des ménages, où on interroge le même échantillon tous les ans, et il a vu qu'en une dizaine d'années, les 10 dernières années, la proportion de gens qui disent non, je ne suis pas sûr d'avoir encore mon travail l'an prochain, est passée de 12 à plus de 50%. Et c'est quelque chose d'absurde, hein, parce que vous êtes en Suisse avec un taux de chômage de 3%. Vous ne pouvez pas avoir la moitié des travailleurs qui ont peur de ne pas avoir leur job l'année prochaine. C'est une construction psychologique, c'est un sentiment de vulnérabilité. Vous prenez déjà la mesure de ce qu'il y a comme subjectif derrière le concept de vulnérabilité. Mais vous prenez aussi la mesure du sentiment d'insécurité quand vous voyez ce genre d'évolution. Alors, dans le parcours de vie,
on considère souvent trois concepts centraux. Ah oui, pardon, j'oublie de vous parler de la vieillesse. J'oublie de vous parler de la vieillesse, c'est bien évidemment parce que c'est mon domaine d'expertise, donc c'est pour ça que je l'oublie. Et puis, parce qu'en fait, cet après-midi, Mathias Kliegel et Catherine Basal vont vous en parler, donc je vais leur laisser cela. Je viens sur les concepts un peu centraux. Un concept qui est important au-delà des âges de la vie, c'est les transitions. C'est les transitions quand vous passez de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, quand vous passez du statut de marié à divorcé, de travailleur à chômeur, etc. Quand vous devenez retraité. Retraité, n'oubliez pas qu'à l'origine, il y a des décennies de ça, ça veut dire que vous vous mettez en retrait de la société. Hein. C'est ça l'origine de retraité. Chaque fois que vous avez une transition importante de votre parcours de vie, vous changez quelque part d'identité, vous devenez en quelque sorte quelqu'un d'autre, jusqu'à un certain point quelqu'un d'autre, et ça c'est un gros facteur d'exposition à la vulnérabilité, la capacité de s'adapter à ces changements d'identité, ces changements de rôle. C'est au moment des transitions qu'on est le plus à risque. Puis à côté de ces moments particuliers, de ces carrefours, de ces bifurcations de la vie, vous avez aussi le stress dans la durée, le stress latent, le stress continu, la peur de ne pas avoir mon job l'an prochain, est-ce que j'achète une maison ou pas, un appartement, alors que je ne suis pas sûr d'être toujours au travail l'année d'après, etc. Et ce stress peut mener à toute une série de psychopathologies, d'affections somatiques, ce qui est d'ailleurs à la fois une réalité et aussi un risque, parce que ça participe, cette psychologisation du social, de la centration sur les individus. Et puis, vous avez cette résilience, et ça c'est parce que empiriquement, dans les études, on a vu que à côté des cercles vicieux, on avait aussi des gens qui étaient capables de rebondir. En fait, quand j'étais étudiant à l'université, on m'a appris les cercles vicieux. Voilà, vous avez des problèmes au travail, vous finissez par être licencié, vous partez en dépression, votre femme ne vous supporte plus, vous divorcez et vous finissez au fond du trou. Hein. Et ce genre de choses s'observe aujourd'hui encore, n'ayons pas d'illusions. Mais on voit aussi dans les études empiriques des gens qui tombent et puis qui se relèvent et qui reconstruisent leur parcours de vie. Vous avez un très très beau livre d'un sociologue français, Danilo Martuccelli, qui s'appelle « Forgé par l'épreuve ». La manière dont quelque part, quand nous avons vécu ce genre d'expérience, nous y gagnons une expérience. Hein, quand on est reconfronté à une autre épreuve de la vie, on peut se dire « Ouh là là, ça m'est arrivé, comment est-ce que j'ai réagi, est-ce que je refais ça maintenant, etc. » Voilà, on sait jusqu'à un certain point comment faire, ou on croit qu'on sait comment faire. Et puis on forge aussi une certaine estime de soi. Bon, j'en ai bavé, mais j'ai réussi à remettre la tête hors de l'eau. Et ça, c'est aussi un capital psychologique important pour affronter les autres épreuves de la vie. Mais après, ça aussi, c'est un mot à succès. Vous voyez maintenant résilience partout, partout, partout. Hein, dernière fois, j'ai vu la résilience des marchés financiers. J'ai failli faire une crise cardiaque et jeter le journal à la poubelle. J'étais horrifié parce que résilience, à travers Boris Cyrulnik et d'autres grandes figures médiatiques, ça vient de gamins qui ont survécu au camp de concentration de la Shoah. Ça vient de gamins et gamines qui ont été violés dans l'enfance et qui ont réussi à mener une vie. Et puis voilà que maintenant on met résilience à toutes les sauces. Déjà, il faudrait utiliser d'autres mots, ne serait-ce que par pudeur envers ceux qui ont le plus souffert, ça très certainement. Et puis, derrière résilience, il y a toute une construction idéologique très respectable d'ailleurs, hein, judéo-chrétienne, Nietzsche, etc. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est faux. Toutes les études vous montrent que c'est faux. Tout ce qui vous blesse vous affaiblit. Puis, comme nous sommes des êtres humains aux multiples facettes, nous arrivons à nous reconstruire, à bâtir sur les ressources qui n'ont pas été touchées, à remettre notre vie en fonctionnement, mais nous ne sommes pas guéris.
si la vie nous refrappe là où nous avons été blessés, nous pouvons en être détruits. Il faut faire très attention à l'illusion, quelque part, de guérison. La résilience n'est pas une guérison, c'est pas vrai. C'est qu'on a mobilisé d'autres choses pour trouver un autre sens à notre vie et la redéployer. Donc là-dedans, c'est aussi ce que je voulais dénoncer à travers ça, c'est pas seulement mon indignation, c'est que dans ce qu'on appelle la psychologisation du social, elle est énormément faite par des gens qui ne sont pas psychologues. Et cette psychologie du café et du commerce est animée de plein de bonnes intentions, mais elle peut être très très dangereuse pour les gens qu'on souhaite aider. Il faut quand même avoir une attitude un peu professionnelle là-dessus. Finalement, je voudrais terminer sur les 7 ou 8 minutes qui me restent en revenant sur ces articulations et en particulier sur l'objectif et le subjectif, sur les rapports de l'individu au collectif. Finalement, même si la société nous donne l'injonction de faire quelque chose, me donne à moi l'injonction de faire quelque chose de ma vie, je ne suis jamais le juge de moi-même. Croire que je me regarde dans le miroir et que je me juge est une autre illusion. Finalement, le jugement, il est toujours dans le regard des autres. Est-ce que je suis en train de vous intéresser ou de vous ennuyer? Je ne le vois qu'en vous regardant, je ne le vois que dans vos yeux, évidemment. C'est les autres qui sont mes juges. Les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a les autres significatifs qui nous renvoient à l'étymologie du mot vulnérabilité. Les autres significatifs, c'est d'abord ceux que j'aime, ceux qui sont importants pour moi. C'est mon frère, mon grand frère qui m'énerve après 5 minutes, mais qui viendra quand même toujours à mon aide. Si dans ses yeux, je vois que j'ai fait quelque chose de honteux, j'en suis blessé. C'est notre entourage direct, ceux qui sont importants pour nous. Puis, c'est ceux qui me jugent parce qu'ils me voient comme un individu qui ne correspond pas à leurs valeurs, comme ce qu'un individu doit être selon leur jugement, selon leur vision du monde. Vous vous souvenez peut-être de ce travail d'Adam Smith, le fondateur du libéralisme, qui disait quelque chose qui a été repris par Amartya Sen, que Mme Alder citait, c'est la honte, c'est être pauvre, c'est ne pas avoir assez de moyens pour s'habiller correctement et être honteux de se promener en rue, et que les autres nous voient avec ces vilains habits. C'est aussi ce genre de jugement. Les autres significatifs, c'est aussi une bonne partie de cet auditoire, c'est les travailleurs sociaux, qui travaillent dans des institutions, vis-à-vis desquels je fais le geste de venir demander de l'aide. Un geste très difficile, et puis qui me jugent, parce qu'ils ont des règles à appliquer, des normes juridiques, en fonction desquelles ils doivent juger si je suis digne ou non de recevoir cette aide sociale, ce soutien, cet accompagnement, etc. Et là, effectivement, c'est un geste extrêmement délicat, compliqué, qui d'ailleurs met extrêmement mal à l'aise. Il y a des études sur les street-level bureaucrats qui montrent à quel point beaucoup de travailleurs sociaux souffrent d'être dans ce genre de rôle, d'avoir ce type d'attribution. Mais en même temps, c'est une contrainte. Alors, je voudrais, pour conclure cet exposé très théorique et avant d'avoir une transition vers Dominique Froidebout, quitter la théorie, aller sur des cas concrets. Et comme je vous ai bien déprimé, je vais commencer par un cas positif, un exemple positif. Dans sa thèse de doctorat, Julia Henke a étudié la pauvreté des personnes âgées et elle a compté, identifié le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté déterminé par la Conférence suisse des institutions d'action sociale, pauvreté dite objective. Mais elle a eu de la chance, dans l'enquête, elle avait aussi une question très bête. Est-ce que vous êtes capable de finir les fins de mois? Est-ce que vous avez de la peine à boucler les fins de mois? Et ça, tout le monde a répondu. Tout le monde n'a pas répondu à la question « Quels sont vos revenus ?» Mais cette question tout élémentaire, tout le monde a répondu. Et puis, elle trouve un nombre significatif de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont aucune peine à boucler les fins de mois, et qui, dans un questionnaire sur le stress, disent « Non, je ne suis pas stressé à l'idée de manquer de ressources. » Et ces personnes, quand on va creuser à l'intérieur et qu'on regarde leur parcours de vie, c'est de manière dominante des vieilles femmes qui probablement étaient pauvres toute leur vie et qui savent comment se débrouiller. Elles n'ont pas besoin d'apprendre en la vieillesse, elles savent déjà comment faire.
Alors ne me dites pas qu'elles sont invulnérables, hein, ça j'y crois pas non plus, il ne faut pas exagérer, mais elles ont réussi une adaptation positive quelque part. Après, si on reste sur les retraités pauvres, eh bien en 1979, vous aviez 66% qui avaient un bas niveau d'éducation ou pas d'éducation du tout. 66%, les 2/3. En 2011-2012, il en reste plus que 18%. Et puis quand vous regardez leurs problèmes de santé, eh bien, ils ont beaucoup plus de problèmes de santé que les gens éduqués maintenant qu'en 79. Parce qu'en 79, ils étaient la majorité, ils étaient la norme. Vous étiez un vieillard retraité, dans les 2/3 des cas, vous étiez à bas niveau d'éducation. En 2012, vous êtes plus que 18%, vous êtes devenu une marginalité sociale, une marginalité statistique, vous êtes plus marginalisé au sein d'une société où la majorité des retraités arrivent à s'en tirer, voire sont aisés. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quantité d'études, notamment la thèse de Marie Barisville sur les activités sociales et les relations sociales. Quand vous avez des niveaux d'amitié, ça ne remplace pas la famille, vous avez aussi des relations avec votre famille, mais par contre, si vous n'avez pas d'amis, vous avez aussi beaucoup de chances, de risques de ne pas avoir de relations avec votre famille, vous êtes complètement isolé. En fait, et ça c'est très intéressant et important pour les travailleurs sociaux, on voit la montée de minorités, de marginalités sociales qui cumulent les pénalités. Et ces gens-là sont très difficiles à atteindre, notamment par les institutions publiques. Ne le prenez pas mal, au contraire c'est un compliment, mais des organisations comme Caritas retrouvent une deuxième ou une troisième raison d'être, parce qu'elles sont à peu près les seules à être capables de toucher ces sous-populations qui n'iront jamais à l'hospice général, ou très rarement, ou beaucoup plus difficilement. Ça nous renvoie d'ailleurs à la honte, à la peur d'essuyer un refus d'aide qui fait qu'on ne demande pas l'aide, et c'est ce dont nous parlera la professeure Barbara Lucas, on préfère préserver sa dignité. En résumé, les inégalités desquelles je suis parti, c'est des inégalités de distribution de ressources. Vous êtes pauvre, vous êtes sans abri, vous êtes mal logé, vous êtes malade, il y a une relative objectivité à tout ça. La vulnérabilité, il y a nécessairement une dimension subjective, un ressenti, un vécu. Et ça va jusqu'à un certain stade, si la société, les autres importants pour moi, les institutions, me reconnaissent comme vulnérable. S'il y a quelque part une concordance entre mon ressenti de vulnérabilité et la société dans laquelle je suis inséré. Mais si la société ne me reconnaît pas comme vulnérable, alors effectivement je pars en désaffiliation. Le risque est là et se situe à ce niveau. Et c'est à ce moment-là que ma dignité est la plus profondément atteinte, cette dignité humaine dont Dominique Froidevaux va vous parler juste maintenant. Merci beaucoup, Michel.